Bravo! Et on reprend encore la partie des coupes là où on en était resté avec le 10 de coupe, donc 10 de gouttes dans le tarot de la fleur de fougère, qui est la pierre du mariage. Le processus pour trouver l'idée a été aussi très simple ici. Euh, C'était très important pour moi qu'il y ait des pierres dans le jeu, vu ma passion pour les gros cailloux. Et donc elle rejoint pas mal en fait l'idée du 10 de racine, le 10 de pentacle quand même, cette carte, avec cette idée de transgénérationnel. Mais là, il y a quand même une dimension un peu plus tournée vers la communauté vivante et moins les ancêtres décédés. Et plus aussi tournée vers tout ce qui est amour et famille. Donc, euh, Donc voilà, niveau comparaison, on a la même idée un peu de famille heureuse sur le Rider-Waite et sur le tarot de la fleur de fougère. C'est une pierre qui existe vraiment. Cette pierre du mariage, elle n'est pas exactement dans la forêt. Il y a des arbres derrière, mais elle est sur un chemin qui passe au bord du lac, à Estavayer, à fond, plus précisément. Et donc c'est les pierres à glisse, on appelle ça. Normalement, elles sont en pente, ces pierres à glisse, parce que c'est là que les femmes allaient, à certaines dates précises, glisser sur ces pierres et on disait que ça augmentait la fertilité. Et parfois, sur certaines de ces pierres, on retrouve aussi des traces de pieds dans lesquelles une dame doit monter justement sur la pierre et mettre ses pieds dans les empreintes pour qu'il y ait cette transmission dont je parle dans le livret. Et si je prends le livret, juste parce que c'est important, je crois que je vais vous le relire après dans le livre, mais bon, dans tous les cas, j'avais trouvé intéressant qu'on regarde le mot Enkel en allemand qui signifie petit-fils mais aussi petit aïeul, donc qui va dans les deux sens en fait au niveau des générations et que ça va en fait ici avec l'idée de cette pierre qui permet aux ancêtres de se réincarner dans leur descendance. Ce que j'explique un peu dans le livret. Et sinon, au niveau des livres, c'est de nouveau celui-ci qui m'a inspiré, où il parle beaucoup de pierres dedans, vraiment. Et ici, on a page 204. Page 204. Donc, entre Font et Estavayer se trouve un des plus importants lieux de culte de Suisse qui présente un motif analogue. Donc, analogue au paragraphe d'avant. Je vais pas tout vous lire. Mais donc il l'appelle la pierre du mariage ou Braustein. Brautstein. Elle est située près de la rive, à côté d'un petit chemin qui mène à la malodorante station d'épuration des communes environnantes. Alors moi quand j'y suis allée, j'ai pas senti d'odeur. Tant mieux. Certainement l'endroit fut un lieu de culte particulier, car non loin de la pierre de culte se trouvaient sur la rive des traces d'habitations néolithiques. Sur le chemin de Font à Estavayer, il y a un gros bloc de pierre long de 4 mètres et d'un volume de 50 mètres cubes qui porte le nom de pierre du mariage. Là, il cite quelqu'un, on dirait. Euh, et qui s'appelait autrefois pierre aux Sarrasins. Il y a quelques dizaines d'années, elle aurait encore exercé une action magnétique sur les femmes voulant se marier ou avoir des enfants. En tout cas, à proximité immédiate, on trouva des monnaies datant de l'époque celtique et romaine jusqu'à celle de Louis XV. Ces offrandes étaient sans aucun doute destinées à faire exaucer les souhaits des femmes. Selon les récits locaux, la pierre du mariage, jusqu'à la correction des eaux du Jura, était souvent entourée d'eau ou inondée. Donc il y a eu une modification dans le niveau du lac, le lac de Neuchâtel qui est juste, qui est le lac au bord duquel cette pierre est. Et il y a eu des modifications du niveau de ce lac qui font qu'il y a plusieurs choses qui ont été découvertes quand le niveau du lac a baissé.
Au temps des mégalithes, la pierre aurait cependant été au sec, le niveau de l'eau étant alors beaucoup plus bas. Et ce n'est certainement pas un hasard si cette pierre glissoire se trouvait à proximité de mégalithes. Indépendamment de cela, on trouva à fond une très belle spirale double en cuivre qui, en 1901, fut déposée au musée de Fribourg. Cette parure, au début de l'âge du cuivre, est sans doute le plus ancien objet de métal trouvé en Suisse. Donc c'est une petite spirale. Est-ce que ça vaut la peine que je vous raconte? Allons-y. La double spirale de fond correspond parfaitement à la gravure de la stèle anthropomorphe du petit chasseur de Sion, qui est une autre pierre qui a été trouvée un peu plus loin quand même, à Sion en Valais. Chose étrange, la pierre du mariage ne présente aucune trace visible de glissade. Elle ne se distingue d'un bloc erratique ordinaire que par une cupule bien nette sur sa face supérieure. La forme carrée et compacte ne semble pas non plus inciter aux glissades, et personne ne saurait dire par quel côté le rite était autrefois accompli. Peut-être sa puissance était-elle si grande qu'il n'était pas nécessaire de glisser et qu'il suffisait de s'y asseoir ou de se tenir debout un moment. L'ethnologue John Mayer rapporte, au début de ce siècle, que, de son temps, des jeunes filles s'asseyaient encore sur la pierre, avec l'assurance de trouver ainsi un mari. Il parla aussi de couples qui se rendaient ensemble à la pierre du mariage, pour assurer leur descendance. Les jeunes femmes seraient alors montées seules sur la pierre. Quelques chroniqueurs sont d'avis que le bloc peut avoir été renié pour combattre la superstition païenne. La pierre du mariage de fond est aussi appelée pierre des Sarrasins, ce qui signifie pierre des païens. Souvent, un ancien nom n'était plus compris. Quand un ancien nom était plus compris, on allait chercher les Sarrasins, c'est-à-dire les païens. Dans l'Europe de l'Ouest, il existe de nombreuses pierres de ce nom qui présentent une racine pré-indo-européenne, car sar vient de car et signifie pierre ou rocher. Le mot est originaire de la civilisation des mégalithes du néolithique, de sorte que, avec le nom de la pierre du mariage, nous arrivons à l'époque des implantations néolithiques sur la rive du lac. Les pierres du mariage sont connues dans tout le domaine aujourd'hui indo-européen, de l'Irlande jusqu'en Inde. Elles sont les témoins d'une civilisation pré-indo-européenne qui fut adoptée par les Indo-Européens en expansion. Elles se nomment en général Brautstein, ce qui est pierre de la fiancée ou de la mariée, Breiterstein, pierre large, Brightstone, Heißerstein, donc la pierre chaude, Roterstein, la pierre rouge, Blutstein, la pierre de sang, Blauerstein, pierre bleue, Langerstein, pierre longue, Sarsenstein, pierre des Sarrasins, Bettingstone, Weddingstone ou Ama. A, deuxième A. Je me rappelais plus de son nom. Ama. Donc là aussi, ça peut être une indication pour vous si jamais vous trouvez des pierres qui ont ce genre de nom ou en traduction autre de ces mêmes significations que ça peut être une pierre du mariage. Dans l'Islande pré-chrétienne apparaît une pierre, Armartre, dont le nom est traduit par mère de la prospérité. On y reconnaît un composé de Erde, la terre, et de Mutter, mère. De plus, il est frappant qu'il s'agisse toujours de la forme féminine, Brautstein, d'une pierre de mariée et non de mariée au masculin. Dans les coutumes populaires, on ne va pas aux pierres n'importe quand, mais surtout début mai et à la Saint-Jean, solstice d'été. En France et en Bretagne, la fiancée entrait en contact direct, physique, avec la pierre. Elle en faisait le tour, puis s'y frottait le ventre ou le nombril. D'autres s'asseyaient fesses nues ou glissaient sur elle. Il y a eu aussi des danses. C'est ce qu'attestent les nombreuses pierres ou groupes de pierres dites danses de noces qui passent pour des fêtards dépravés et pétrifiés. Un autre rite voulait que la fiancée posât un pied sur la pierre, surtout s'il s'agissait d'une pierre à empreinte de pied, et fut ainsi reçue dans la famille. Le même motif apparaît quand une femme qui voulait être enceinte posait un pied sur la forme de pierre ou ensuite, dans la tradition modifiée, ne plaçait que sa chaussure dans un creux. Tout cela atteste jusque dans le détail, qu'il s'agit dans ce cas de pierre d'ancêtre, mais surtout d'une pierre de la grande aïeule de la famille du clan. Face à la pierre de l'aïeul, les fiancés se marient. De la pierre de la déesse du paysage, la jeune femme reçoit une âme d'ancêtre qui pourrait être amenée à la vie. Elle désire un mari ou un enfant qui, dans une mythologie concrète de la Renaissance, est conçu de façon surnaturelle.
Aussi peut-on voir dans la pierre du mariage de fond une pierre ombilique, un omphalos, O-M-P-H-A-L-O-S, et un centre pour la colonie néolithique établie sur la rive du lac. La même chose vaut pour la très belle Schump. Oh. En plus, normalement, je parle allemand, mais je sais pas, quand je dois parler allemand au micro, ça ne va pas. Donc c'est la pierre du marais, je veux dire en français, sur le lac de Bienne, avec une cupule d'eau donneuse de vie. Je vais juste vous montrer la pierre en vrai. Là, on la voit dans le livre. Elle est là. Donc ouais, non, elle ressemble bien à celle qui a été illustrée par Vassilissa. Il y a quand même les arbres derrière, donc ça va. Moi j'avais noté que je voulais vous lire ça jusqu'où. Ah ouais, il y a un sacré bout. Bon ben voilà. Donc on parlait de cette pierre du marais et qui a une cupule d'eau donneuse de vie dessus. De plus, il ne faudrait pas oublier que dans la tradition occidentale et dans la coutume populaire, le nom de Brautstein et celui de Bride ressemblent beaucoup à celui de la déesse Brigitte, et qu'il peut y avoir des chevauchements. Après, l'auteur fait des fois des ponts qui peuvent sembler à certains bizarres, mais voilà. Est-ce que ça a du sens quand même que je vous lise toute la suite ou c'est vraiment juste lui qui part dans ses rapprochements? Je pense que ouais, ensuite il parle beaucoup de son lien à la déesse du paysage, donc je pense pas que ce soit tout à fait intéressant que je vous raconte tout ça. Euh, juste 2 secondes. Ouais, ouais. On va s'arrêter là pour cette carte. Et ben forcément pour trouver des lieux ou des légendes à lier à cette carte, ben il y a beaucoup d'histoires qui se racontent au sujet des blocs erratiques, des pierres. Et si vous trouvez des pierres qui ont justement cette réputation d'augmenter la fécondité, ben voilà. Du coup, vous avez votre correspondance. Ensuite, le valet de coupe, valet de goutte dans le tarot de la fleur de fougère. J'avais bien envie d'avoir quelque chose qui était lié à l'art et surtout lié justement à toutes ces histoires de joueurs de flûte ou de violon qui ensorcellent. Et ouais, du coup j'en ai trouvé plusieurs et le sifflet de sureau était aussi dans ce livre, donc ça s'inspire de ce livre-là, mais aussi de deux trois autres dont je vais vous lire deux trois passages après. Au niveau de la comparaison, bah, on a un personnage un peu artiste, avec le même genre, d'habits un peu, donc ça ressemble un petit peu. Et à la base, ah oui, à la base, j'avais donné à Vassilissa comme référence pour, le personnage, Ian Anderson de Jethro Tull, si vous avez la ref, vu qu'il joue de la flûte traversière, mais bon, voilà. Mais finalement, pas tant que ça, voilà. C'est Vassilissa qui a aussi décidé des fois de ce qu'elle avait envie de faire. Et c'est très bien comme ça. Elle est vraiment cool comme ça, la carte. Euh, Ensuite, dans le livre que je viens de vous montrer avant, c'est noté par rapport au saule que de ces branches creuses, on extrait facilement la moelle pour en faire des sifflets ou des flûtes qui permettent de dialoguer avec les esprits, les fantômes et les morts. Et si l'on manie l'instrument avec dextérité, on peut en jouer et faire danser les fées, ou chasser les mauvais esprits et rompre les sortilèges. Ensuite, on a ce livre-là, que je vous ai déjà montré il y a pas longtemps aussi, à la page 32, il nous parle d'une légende. Hop, 32. Alors, la descente sur le lac Noir longe le vaste pâturage, évoquant la légende attachante du musicien, ou Spielmann en allemand. On ne savait pas d'où il venait. C'était un petit homme au parler étrange qui fréquentait le Plasselblunch. Allez, non mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je l'ai pas dit correctement, mais je vais pas le redire parce que ça ne va pas. Je sais pas. Je parle allemand tous les jours normalement et tout va bien, mais j'ai une malédiction. Quand il y a un micro devant moi, ça ne veut pas. Il ne parlait guère, mais avec son violon, il savait animer des soirées comme personne. L'été, il montait plus haut dans les alpages, ne se montrant qu'à la fin du jour. Un jour, on entendit une musique plus suggestive, plus puissante que jamais. Ensuite, on ne le vit plus. Avait-il disparu dans les entrailles de la terre?
La Spielmanda rappelle le souvenir du Spielmann du musicien. Donc c'est un endroit. Il y a quelques décennies, le poète saint-ginois Franz Ebischer a créé un cimetière alpestre sur cette Alpe. Voilà, comme ça on a aussi là une légende d'un musicien et bon, il y en a d'autres qui sont bien plus connus, hein, mais comme ça en fait une autre de chez moi. Et on a aussi dans ce livre-là, que j'adore vraiment beaucoup, 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 enfin tous les livres de cette autrice sont incroyables au niveau du folklore du Jura, et dedans on a une légende sur Jean le Djingu. Il y avait une fois à Bonfol un garçon qu'on l'on appelait Jean le Djingu, parce qu'il passait son temps à sautiller, à gesticuler, à bouger, à parler, à danser, à chanter, bref, il était ce qu'on appelle aujourd'hui un hyperactif. Cela ne l'empêchait pas d'être serviable et généreux. Toutefois, chacun a ses défauts. Le sien était de ne plus se souvenir ni des lieux, ni des gens qu'il avait rencontrés en parcourant toute la journée les chemins, dansant et sifflotant. Un soir qu'il revenait de la fête du village, à la nuit noire, et qu'il allait entamer une tranche de totché. Totché, c'est quoi? C'est un gâteau. Qu'il avait emporté, une vieille femme lui apparut soudain sur le chemin. Elle avait l'air cassée en deux et était pauvrement habillée. En passant la haie, elle lui dit: Je me suis égarée dans les champs et je meurs de faim. Je sens que je vais mourir ici. Allons, la femme, il ne faut pas vous laisser aller ainsi. Mangez-moi une bouchée de ce gâteau, et puis je vais vous ramener à la maison. Il l'aida à cheminer un moment, puis la pauvresse s'arrêta. Je m'y reconnais maintenant, je vais pouvoir rentrer seule chez moi. Voilà une nouvelle viole pour toi et un sachet de poudre. Ceux qui t'entendront jouer de cet instrument seront forcés de danser malgré eux. Quant à cette poudre de fusil, à chaque fois que tu iras à la chasse, tu n'auras même pas besoin de viser, le gibier sera tué raide. Et la vieille femme se lança dans la pente en faisant une culbute pour disparaître au loin. Au nom de Dieu, elle a vite repris des forces, pensa le jeune homme. Elle va aller s'assommer contre la barrière là-bas en bas. Tant pis pour elle, elle n'a pas besoin d'avoir les mouches vertes quand il fait nuit. Les mouches vertes, est-ce qu'elle explique ce que c'est? euh... Avoir les mouches vertes, expression faisant référence aux mouches agaçant les vaches et les chevaux, les faisant ruer et courir. Ok. Il se mit à jouer avec sa nouvelle gueule et continua ainsi tout le long du chemin en continuant comme un cabri. Le lendemain matin, il s'en alla jouer de la musique par les rues du village. Mes amis de Dieu, si vous aviez vu les gens courir hors de chez eux et se mettre à danser, en tenant encore leurs balais fourches et sauts. Les jeunes, les vieux, les borgnes, les boiteux tournaient, sautaient comme des bienheureux. Le gardien des cochons s'arrêta de faire la gueule et au milieu de son troupeau se mit à danser avec le verrat, les truies, les jeunes porcs et les porcelets. Qu'est-ce qu'on a ri ce jour-là? Ce ne fut pas rien pour Jean le Djingu d'aller se confesser après tout ça. Il en eut pour 2 semaines de pénitence sans pouvoir mener la danse. Il enrageait contre le curé. Un jour qu'il traversait le champ des Boulas, il vit justement le saint homme tirer 2 coups de feu en direction d'un merle perché sur un pommier sauvage, sans toutefois parvenir à le toucher. Jean prit l'arme du prêtre et la chargea avec la poudre donnée par la vieille sorcière. Sans même viser, le coup partit et fit tomber l'oiseau noir dans les églantiers. Oh non, pauvre petit merle. Le temps que le curé aille se perdre dans les épines pour aller ramasser son merle, Jean avait repris sa viole. Et voilà le pauvre homme obligé, malgré lui, de danser au milieu des ronces, des mûriers et des épines blanches. Ses vêtements se déchirèrent, et il s'égratigna tout le corps. Quel cri il pouvait pousser! Lorsque l'instrument se tut, le pauvre prêtre était si mal attifé qu'il attendit la nuit pour rentrer à la cure. Le lendemain, les gendarmes vinrent arrêter Jean le Djingu et l'attachèrent à la queue de leurs chevaux pour le mener en prison. Il aurait mieux aimé tenir la queue du chat. Tenir la queue du chat... On va regarder à la fin du conte ce que c'est. Tenir la queue du chat... La queue du chat est bienvenue sans qu'on la tire. Mon tour arrivera aussi, je dois être patient. D'accord, ok. Les juges ne voulurent entendre ni son ni cloche, et ils le condamnèrent à être étranglé par les fourches patibulaires. Donc, les fourches patibulaires, c'est les gibets, donc la potence, l'endroit où on pendait les gens avant. On demanda au condamné ses dernières volontés. Lui demanda bien entendu sa viole pour pouvoir jouer une dernière gigue. Alarme Dieu, ne la lui donnez pas, s'écria le curé de Bonfol. Mais le bourreau se ficha bien de lui. Tandis que les jambes du condamné restaient attachées à une corde à char, on lui délia les bras pour qu'il puisse utiliser son instrument.
Aussitôt qu'il eut amorcé sa valse, voici que le bourreau, les juges, les gendarmes, tous les gens commencèrent à sauter et danser comme si le diable les avait tenus et se mit à chanter. Et se mirent à chanter. Ouais, je crois que je sais pas à quel point les vidéos YouTube sont on se fait embêter si on dit des gros mots dedans, donc je vais pas dire les paroles des paroles qui sont notées là de leurs chansons. Et ils riaient comme des bossus, ils se sautaient dessus les uns les autres, se faisaient la culbute. Puis ils criaient arrête Jean le Djingou. Sans arrêter de jouer et pendant que tous dansaient autour des fourches, notre musicien s'en retourna tranquillement en sa maison. Si tous sont encore en vie, il n'est pas dit que Jean le Djingou ne joue plus de sa viole et que le bourreau, les juges, les gendarmes et les autres ne sautent pas encore au cri des foudres. Donc voilà une autre histoire avec un instrument magique. Il y a une illustration qui est rigolote dans le livre. Voilà, l'illustration qu'il y a dans le conte où on voit tous les gens qui dansent alors qu'ils ont encore tous leurs instruments de travail dans les mains. Voilà, donc c'était pour vous donner quelques idées pour aller avec cette carte. Je pense que c'est aussi un thème, un motif qui revient souvent dans beaucoup de régions. On continue avec le cavalier de coupe, donc cavalier de goutte dans le tarot de la fleur de fougère, qui est ici représenté par le poids de senteur. Et j'avais très envie de quelque chose qui était lié au rêve aussi dans ce tarot. C'était dur de trouver quelque chose qui représentait les rêves. J'ai aussi trouvé l'inspiration dans un livre de Richard Ely et et voilà. Au niveau des comparaisons, bah là, compliqué de faire plus différent que ces deux cartes. Et dans le livre, on dit sur le poids de senteur, savez-vous que les graines n'ont pas d'origine humaine, ni ne sont attachées à notre dimension? Elles auraient été dérobées au cœur même du royaume des fées, ce qui explique certainement pourquoi cette plante permet de les voir à certaines dates de l'année, à commencer par le 24 juin, le jour des fées, donc le jour de la Saint-Jean, encore une fois, il est partout ce jour. Et quiconque respire la senteur du pois rêvera. Il sera entraîné pour une nuit de l'autre côté, courra les champs et les vallées, rira avec les nymphes et dansera avec les elfes. Voilà. Fait que ça allait assez bien avec ce cavalier. Et pour trouver des idées pour le lier à un lieu près de chez vous, toutes les légendes qui sont liées aux rêves, tout ce qui dit qu'on peut influer sur les rêves qu'on va faire, tout ce qui a le pouvoir de transporter dans l'autre monde et peut-être aussi même ce qui est lié aux odeurs et aux parfums. On peut donc passer à la carte de la reine de coupe, la reine de goutte dans le tarot de la fleur de fougère, qui est représentée par le cyste, qui est une plante. J'avais très envie de mettre le cyste aussi ici. C'est une plante en huile essentielle que j'utilise beaucoup, à la base pour mes saignements de nez, mais comme en fait bah, j'en mets une ou deux gouttes, vraiment pas beaucoup, sur un mouchoir dans le nez quand ça saigne, et ça vraiment c'est assez radical, faut pas en abuser, mais c'est assez radical pour arrêter les saignements à ne pas faire sans regarder les contre-indications, comme toujours. Mais l'odeur, ensuite, ben forcément, reste super longtemps dans le nez. Et c'est une odeur assez spéciale qui fait toujours, en fait, ça fait travailler quelque chose en soi de très très profond, je trouve. Ça va chercher très loin pour réparer des choses enfuies depuis longtemps. C'est une indication qui est connue hein, pour cette huile essentielle. Et je trouvais très intéressant de la mettre là. Je vous lirai après quelques passages de la fiche de cours que j'avais à l'école d'herboristerie sur le cyste. Euh, donc, le cyste, normalement, il pousse pas à cet endroit-là, je sais. Mais voilà, écoutez, ça s'est fait comme ça et ils ont un petit côté magique à pousser là où c'est pas leur endroit. Et l'oiseau qui est sur la branche. Alors l'échelle est un peu pétée, l'échelle de grandeur, parce que normalement on sent qu'il est beaucoup plus petit. Mais après on peut dire que c'est une petite branche.
ouais, on peut dire que c'est une petite branche puis un petit ruisseau. Le 5, c'est un oiseau assez incroyable. Je vais vous lire deux trois choses sur lui après. C'est un oiseau qui il peut marcher sous l'eau en fait, vraiment juste tranquille comme ça, il passe sous l'eau, il a pas besoin de faire d'efforts et il marche. Il marche sous l'eau en apnée pour aller chercher sa nourriture. Et c'est grâce en fait à ses os qui sont plus denses que ceux des autres oiseaux qui ça lui permet en fait de pouvoir marcher au sol. Et c'est un oiseau que j'aime beaucoup, que j'ai pu observer plusieurs fois et ça me parlait bien de le mettre là pour aller avec la signification de la reine de goutte. Pas de comparaison spéciale à faire avec le Rider-Waite et j'ai du coup dans mon classeur sur les huiles essentielles, hop, une page où on parle du cyste. Et donc, cyste ladanifère, dedans, on nous parle dans la colonne sur les propriétés sur les corps énergétiques. Cicatrisation émotionnelle aide à surmonter les traumatismes. Révélateur, trie le vrai du faux et soutient l'introspection et l'identité, donc le moi. Et effectivement, je trouve vraiment que là, c'est assez correct. Enfin, souvent, j'ai un peu mes propres idées sur les huiles essentielles et ce qu'elles viennent travailler, mais là, la signification, l'idée traditionnelle et acceptée par tout le monde me convient bien aussi. Pour le 5, j'ai deux, trois livres à vous lire. Le premier, ben, je peux l'attraper maintenant, ça va. Il est de taille un peu normale. Et les autres, va falloir que je me mette sur pause pour les prendre, parce que niveau logistique, c'est compliqué, ils sont énormes. C'est des livres d'ornitho que j'ai empruntés à mon chéri pour pouvoir vous lire deux, trois passages qui sont en plus super bien écrits, en fait, je trouve, et qui sont très inspirants à propos du 5, là. Donc, le premier bouquin que j'ai sélectionné, page 292. Alors, youp, c'est ce livre-là, qui est donc cet oiseau, et le petit 5 qu'on voit ici en haut. Tout. Quand il cherche de la nourriture, le 5 vole sous l'eau. Alors moi, je trouve plutôt qu'il marche. Hein. Si vous pouvez regarder des vidéos, ça se trouve sur internet. Il vole sous l'eau. Au fond, il retourne les pierres et les pousse sur le côté pour capturer des petites proies. Les 5 sont très fidèles à leur territoire, c'est pourquoi on peut voir toute l'année ces oiseaux se livrer à des poursuites effrénées en suivant le cours de la rivière. Ils se posent fréquemment sur une pierre au milieu de l'eau. Donc voilà, aussi une info que je trouve cool à savoir, que c'est un oiseau qui est très très fidèle à son territoire, à son cours d'eau. Et vous allez le voir dans les prochains textes, c'est un oiseau qui est aussi très sensible à la pollution de l'eau. Donc c'est aussi un élément qu'on peut... Enfin, je trouve ça intéressant de savoir que c'est un petit peu un ambassadeur des cours d'eau propres, par chez moi en tout cas. Ensuite, on a un livre, bon voilà, niveau logistique, c'est compliqué de vous le montrer en entier, il est énorme, hein. C'est vraiment une bible hein, des oiseaux nicheurs du canton de Fribourg, mais c'est le canton d'où je viens, mais maintenant j'habite sur Vaud, mais on le voit aussi partout ici. Et c'est surtout l'intro ici qui me parle beaucoup, où on nous dit gardien des rivières, le simple plongeur se remarque grâce à sa petite danse tribale, qui consiste à battre le tempo au rythme de son cours d'eau. Mais l'enchantement est total quand ce petit merle d'eau nous gratifie de ses clins d'œil amicaux. Et c'est vrai que, en fait, quand on le voit, cet oiseau, quand il se pose, il a toujours un petit mouvement de la queue qui bat le tempo. Et je trouve ça trop trop joli à voir. Et le texte qu'on lit là, vraiment, je trouve que ben, de le voir dans son milieu comme ça, dans l'eau, tellement à l'aise, qui bat le tempo avec sa queue, qui peut marcher sous l'eau, ça fait très esprit de la rivière quand même, je trouve, de le voir autant en harmonie avec la rivière que ça. Et le dernier livre, c'est vraiment du sport de le déplacer. C'est celui-ci, qui n'est plus trouvable. Et il est encore plus gros que l'autre, je sais pas si on voit. Ouais.
Avec les problèmes d'épaule que j'ai en ce moment, il est encore plus compliqué à déplacer, mais c'est une mine d'infos et il a été écrit en partie par un ornitho qu'on a déjà croisé plusieurs fois. Enfin, tous les livres qui sont là ont été écrits par des ornithos qu'on a plus ou moins côtoyés, donc assez cool. Je vais juste chercher. Ah non, c'était l'intro que je voulais vous lire. Il faut l'avoir vu pour le croire, le téméraire cascadeur fonçant au ras de l'eau, paraissant prendre un malin plaisir à défier l'humeur des torrents les plus colériques. Sans la moindre hésitation, le cincle plonge dans les rapides, résistant sans peine à la force du courant qui semble vouloir l'emporter comme un fétu de paille, traverse les chutes d'eau sous lesquelles on oserait s'aventurer. Secoué en permanence par ses tics, donc ces petits mouvements qu'il fait, comme je vous disais avant, un fléchissement de jambes comique et un clignotement des paupières blanches, il ne connaît pas un instant de répit. Donc voilà, je pense que on le trouve un peu partout quand même ce cincle. Euh, En tout cas, je sais que j'en ai vu aussi en France quand j'étais en France. Bon après c'est grand la France, hein, mais je sais, plus que la Suisse. Mais même j'étais dans les Vosges là en été et on en a vu un vraiment à dans une ville qui s'appelle la Bresse. Il y a un cours d'eau qui passe au milieu et même si c'est pas une énorme ville, c'est quand même une ville, il y a quand même du monde, des voitures et il y avait un cingle juste à côté donc il y a possibilité d'en voir un peu partout de ces oiseaux. Ou alors, ben voilà, on pouvait prendre ici quelque chose qui symbolise l'esprit de la rivière. Ou ben aussi, en fait, la carte s'appelle le cyste, donc on peut aussi lier ça à une plante qui a un peu les mêmes effets que le cyste. Ou un autre oiseau qui vit près de l'eau. Et la dernière carte de cette suite, qui est le Triton, le roi de coupe, roi de goutte le tarot de la fleur de fougère. À la base, sur cette carte-là, je voulais mettre les bonnes marraines. Et puis, je sais pas, j'ai changé, mais ça me va très bien aussi. Ça me manque un peu quand même de pas avoir les bonnes marraines dans le tarot. Ça me donnera peut-être l'occasion de donner une suite à ce tarot avec ceux que j'ai pas pu y mettre. On verra comment c'est faisable. Et sinon, pas de comparaison avec les cartes du Rider-Waite. À la limite, il y a de la flotte sur les deux, mais ça s'arrête là. Et j'ai pas tellement de livres ou autres à vous lire sur le Triton. Euh, Toutes les légendes qui vont concerner des amphibiens peuvent faire l'affaire. Après, on a un aspect un petit peu plus écologique à la limite avec cette carte. Parce il est menacé, ce triton crété, et la destruction et la dégradation des plans d'eau et des habitats terrestres, c'est les principales causes de sa diminution, de sa disparition de beaucoup de sites. Et c'est un animal qu'on trouve beaucoup dans les bras morts des rivières. Les bras morts des rivières, c'est vraiment, c'est ben ouais, un bras d'une rivière qui va nulle part et qui stagne un peu. À côté de la rivière. Et, euh, et c'est vrai que ce genre d'endroit tend à disparaître parce qu'on assèche vraiment tout ce qu'on peut assécher, on assèche. Et voilà, pour lui, c'est pas le top parce que sa maison, elle disparaît. Et voilà. Et c'est une carte que j'aime beaucoup. J'adore les photos ou les dessins qui sont vraiment en... je sais plus le nom. Je sais plus le nom, mais c'est facile à retrouver. Mais j'aimais beaucoup cette idée d'en avoir une dans le tarot qui avait cette coupe comme ça. Enfin, il y en a deux, parce qu'il y a aussi le valet de Pentacle qu'on verra après. C'est la carte de la graine, qui est un peu dans le même genre. Voilà, voilà, pour la deuxième partie sur les coupes. On a bien fait de couper un peu au milieu, sinon ça aurait fait effectivement de nouveau trop long. Et ben, je vous filme bientôt la suite pour la suite des... Ah, il y a encore deux suites, ben oui, il y a encore deux suites. Il y a encore la suite des épines et la suite des racines qui vont arriver bientôt. Voilà, voilà, bonne journée!